Alors, asseyez-vous parce que là, on va jaser. Moi aussi, d'ailleurs, je vais m'asseoir. On va, si vous êtes d'accord, poursuivre la discussion avec quatre invités, quatre panélistes qui ont à cœur le bien-être et le développement des tout-petits. Et vous allez rapidement comprendre que ce n'est pas que l'affaire des institutions, des milieux scolaires, des CPE, des parents, c'est l'affaire de toute la gang, la société. Alors, vous allez être invités à poser vos questions à la fin de l'exercice à nos panélistes. Il y a un micro là, qui est placé au centre de l'allée. Alors, à la toute fin de nos échanges qui vont durer une vingtaine de minutes, gênez-vous pas, allez poser vos questions. Et encore une fois, je m'adresse à la communauté sur le web, les gens partout au Québec, vous nous écoutez. N'oubliez pas le mot-clic, c'est le dièse tout petit. Vous l'inscrivez dans votre tweet. Nous, on vous lit et la question pourra être relayée aux panélistes qui sont à mes côtés. Tout de suite, j'ai l'honneur de vous présenter nos invités. D'abord, conseiller municipal à la ville de Drummondville. Notre premier invité avait l'air de ceci quand il était petit garçon. Et il s'est lancé en politique à la suite de la naissance de sa fille. C'est un changement de cap majeur pour un mécanicien de formation. Alors, avec cette nouvelle carrière, il souhaitait apporter sa contribution auprès de ses concitoyens, mais surtout auprès des enfants et des tout-petits. Alors aujourd'hui, avec M. John Husk, nous allons parler des leviers d'action, les leviers d'action qui sont disponibles dans les municipalités pour favoriser justement le développement et le bien-être des tout-petits. Accueillons chaleureusement John Husk. Notre deuxième invitée est présidente fondatrice du cabinet d'avocats Delegatus et elle avait l'air de ceci quand elle était toute petite. Pendant près de 10 ans, elle a œuvré dans les grands cabinets, mais elle a choisi de fonder un cabinet innovateur en adaptant la pratique du droit afin de répondre tant aux besoins des grandes entreprises, oui, mais aussi aux exigences de la vie familiale. Aujourd'hui, son équipe est composée de une vingtaine d'avocats dans le cabinet et vous avez emboîté le pas vers une pratique innovante, plus équilibrée. Elle est avocate, femme d'affaires, maman de 4 enfants et elle va nous parler du milieu des affaires et de l'influence qu'il peut y avoir sur les conditions dans lesquelles grandissent nos enfants. Je vous invite à accueillir Madame Pascale Pajot. Ça prenait bien un chercheur aussi pour nous aiguiller. Alors, je vous présente notre troisième interlocuteur. Lui vient du monde universitaire. Monsieur Lacharité a choisi de présenter une photo de son rôle de grand-papa. Oui, parce que je suis chercheur et j'ai pas trouvé. J'ai cherché des photos et j'en ai pas trouvé. C'est souvent ce qui nous arrive à nous, les chercheurs. On cherche et on trouve pas. Alors, Monsieur Lacharité, il est psychologue et professeur au département de psychologie à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Il a commencé sa carrière comme psychologue, principalement auprès des jeunes et de leurs parents. Très important. Alors, depuis plusieurs années, il est reconnu pour ses recherches sur le développement des enfants, les méthodes d'intervention auprès des familles qui vivent des détresses psychosociales. Alors, il est papa, grand-papa, et est un grand expert québécois en matière de parentalité. Aujourd'hui, il va aborder le rôle du milieu de la recherche quand il est question d'enjeux ayant trait à la petite enfance. Accueilli comme il se doit, M. Carl Lacharité. Et notre dernière invitée, mais non la moindre, est un visage connu, apprécié du Québec après ses études en théâtre au Cégep de Saint-Hyacinthe. Rapidement, elle se fait connaître du grand public. On voit son talent au cinéma, à la télé. Elle est présente dans nos vies, dans la télésérie Diva au tout début. C'est là que ça a commencé presque, même avant ça. Ouais. Et puis... Non! Alors, rumeur, récemment, il y a eu La Promesse, Toute la vérité, Mauvais karma, Eau, également Apparence. Elle se fait la voix des adultes qui n'ont pas d'enfants, mais qui se soucient de l'avenir des tout-petits. Elle parlera également du rôle que peut jouer le milieu culturel et artistique dans le développement des tout-petits. Madame Geneviève Brouillette. Oh, regardons ça, c'était cute! Ta photo, c'est cute.
Ben c'est ça, hein? Utilisons justement ces petites photos-là pour retourner vite dans nos enfances. Monsieur Husk, un souvenir d'enfance rapide? Oui, moi, c'était surtout la mobilité, le sentiment que je pouvais, d'indépendance dans mon quartier. Quand j'avais 3, 4, 5 ans, je commençais à me promener. Bon, je n'allais pas très vite sur mon big wheel, mais bon, c'est ce sentiment-là que j'avais. Oui. Pascal Pajot? Moi, c'est le temps de qualité que je pouvais passer avec ma mère d'une famille monoparentale. Mon père décédé très jeune, elle avait 3 enfants. Mais malgré tout, elle trouvait le temps de passer du temps toute seule qualité. Fait que je me souviens de partir en ski de fond toute seule avec elle. Et c'est ça qui me rappelle des beaux moments de l'enfance. Ah, c'est bon. C'est la charité. Moi, j'ai des flashs quand j'étais très petit, probablement vers 1 an et demi. Et puis, on m'a raconté des récits très touchants à propos de ça. Il y avait un homme dans ma famille qu'on appelait Pépère Lavigne. Et puis, il venait me kidnapper. Oh, il venait me kidnapper grave, pour que je puisse jouer avec lui. Et puis, mes parents me cherchaient. Puis, habituellement, lorsqu'ils me cherchaient, ils savaient où me trouver. J'étais avec cet homme-là. Donc, je garde un souvenir très touchant de quelqu'un qui pense à moi. Geneviève? Bien, moi, je pense un peu au sentiment de sécurité que j'avais là où j'ai grandi. C'était une petite rue, je connaissais toutes les voisines. À l'époque aussi, les mamans étaient plus à la maison, les femmes étaient plus au foyer. Mais tu sais, je me souviens de partir à 3-4 ans, puis toute seule aller chez la voisine sonner parce que ça me tente d'aller la regarder faire son gâteau. Faire un spectacle. Je faisais beaucoup de spectacles et tout le monde était obligé de venir dans la rue. Donc, c'est ça, cette espèce de sentiment-là d'être en complète sécurité dans ma petite enfance, que je trouve qui peut-être est moins présent dans les grandes villes maintenant. Oui. Alors, ce sentiment-là, vous a habité, puis vous êtes devenus les adultes que vous êtes aujourd'hui. Allons-y avec la discussion officielle. On a déjà dit que le Québec était fou de ses enfants. Faisons le point maintenant. Est-ce que c'est encore le cas, à votre avis? Je dirige la conversation vers vous, tiens. Oui, je me considère humblement comme un optimiste réaliste, en fin du compte. Moi, je pense que oui, que le Québec est encore fou de ses enfants, mais il y a un peu une tendance, c'est peut-être ma perception personnelle, à l'individualisme un peu dans la société. Et je pense que c'est un phénomène auquel il faut faire attention. On dirait que les gens s'occupent beaucoup de leurs enfants, mais de peut-être moins tous les enfants en général dans le Québec. Je prends un exemple, il y a des gens dans mon district électoral chez nous qui m'écrivent parce que dans un quartier résidentiel avec des rues fermées, on m'écrit, là, ça n'a pas d'allure, les jeunes jouent au hockey dans la rue. Je dis, oui, mais les jeunes jouent. Fait que là, vas-tu faire venir la police pour ça? Bien, je ne penserais pas. Là, fait que c'est des exemples comme ça. Je pense qu'il faut faire attention. Donc, oui, mais il faut être prudent, il faut garder cette flamme-là. Oui. Quelqu'un veut. Moi, je suis encore évidemment une optimiste. Je n'aurais pas 4 enfants, je ne serais pas de fou. Mais effectivement, je pense qu'il y a beaucoup d'individualistes où on parle beaucoup de mes enfants. Alors, je vais essayer de donner le plus de temps. Je vais chercher du temps de qualité à donner à mes enfants. Cependant, on va être très inclusif. On va avoir beaucoup d'amis qui ont des familles de 2, 3, 4 enfants. Alors, on va beaucoup trouver des façons de consacrer du temps pour eux. Le week-end, aller faire des cours de ski. Le soir, faire des jeux avec eux. Alors, je pense que oui, je veux rester optimiste par rapport à ça parce que on les aime. C'est cute des enfants, c'est le fun. C'est tellement des boules d'amour. C'est tellement des gens qui sont attachants. Alors, je veux rester optimiste en disant que oui, encore, c'est vrai que le Québec est fou de ses enfants. Je vais faire un petit bémol à ce sujet-là. En fait, j'ai tendance à être d'accord avec mon collègue Camille Bouchard, qui dit qu'au cours des 25-30 dernières années, je pense qu'on a perdu des plumes de ce côté-là. Je pense qu'au début des années 90, on pourrait dire qu'on avait un rêve. Et puis, il y avait un assez large consensus social autour de ce rêve-là. Je pense que le rêve est encore présent aujourd'hui, mais il y a beaucoup moins largement de consensus social à ce sujet. Ce rêve-là entre en compétition avec plusieurs autres rêves que l'on a dans notre société. Et je pense qu'une action comme celle que l'on fait ici aujourd'hui, c'est de pouvoir nourrir ce rêve-là, pouvoir le rendre vivant et en faire un véritable projet de société. Je pense qu'on a un bout de chemin à faire de ce côté-là. Quel genre de lecture tu as de ça, Geneviève? Moi, je dirais que non, je ne suis pas optimiste autant que vous autres. Peut-être, je dirais, les parents québécois sont fous de leurs enfants, mais le Québec n'est pas nécessairement fou des tout-petits. Quand on regarde dans les journaux, les écoles primaires pleines
boisissure puis de souris. T'es comme, attends, là, on est nous autres une société riche qu'on est supposé foutre nos enfants. Fait que je pense qu'effectivement, comme vous dites, il y a beaucoup de priorités à réorienter. Puis je pense, ceci étant dit, que ça demeure un désir de société. C'est peut-être plus les décideurs qui ont moins ce rêve-là, tu sais, parce qu'il y a toujours le terme économie là, qui domine tout. Ouais. Mais moi, en tout cas, en tant que citoyenne, ça demeure une priorité, puis je serais prête à payer ce qu'il faut pour ça, tu sais. Monsieur de la Charité, vous nous avez un peu amené à regarder ce qui s'était passé depuis quelques années, puis à travers les études que vous menez aussi, est-ce qu'il y a quand même quelque chose sur lequel on pourrait dire on est fier de ce qu'on a accompli? De quoi est-ce qu'on pourrait être fier pour nos tout-petits? Bien, c'est pas tout gris, hein? Non. Il y a plein de choses. Il y a des bémols. Non, c'est ça. Il y a des choses que la société québécoise a mis en place au cours des dernières décennies qui sont vraiment des réalisations sociales qui permettent aux tout-petits de mieux grandir, de mieux vivre. Une de ces réalisations, et puis je pense que le Canada entier nous regarde là-dessus, c'est la mise sur pied d'un réseau public de services de garde. Cette question ou ce rêve de l'universalité aussi autour de l'accès à ce réseau de garde, je pense qu'on doit être fiers comme société de mettre en place ce genre de choses et de le financer aussi comme il faut. Donc, première chose. Deuxième chose, encore là, toute la question des congés parentaux et en particulier du congé de paternité aussi, c'est quelque chose qui, sur le plan de ce qui se passe dans notre société, est important pour les tout-petits. Et ça m'amène aussi à mentionner le fait que le Québec est une société qui invite concrètement les hommes, les pères, à jouer un rôle actif dans la vie de leurs tout-petits. Je me promène un peu partout dans le monde, et puis l'engagement des pères envers leurs jeunes enfants, ici au Québec, se compare avantageusement à tout ce que je vois partout dans le monde. En fait, on ressemble beaucoup aux pays scandinaves là-dessus. Et ça, je pense qu'on devrait être fiers là-dessus. La paternité a changé votre vie, M. Host. C'est vrai? Oui, tout à fait, au point que ça m'a fait un changement de carrière 180 degrés, qu'on pourrait dire. Mais moi, je pense que le Québec peut être effectivement fier de son modèle qui tend plus vers la social-démocratie, comme on pourrait dire, jusqu'à un certain degré. Au niveau des politiques publiques qu'on a mis en place, on est bien reconnu en termes de politique familiale, de municipalité, amis des aînés et des choses comme ça. Donc, je pense que ce modèle-là, entre autres au Canada, effectivement, j'ai de la famille, des cousins qui habitent à Victoria, en Colombie-Britannique, et eux, des garderies à 7 ou 9 $. Ça, là, c'est impensable. C'est 25 et 30 $ par jour. Donc, c'est des choses, effectivement, les sortes de politiques publiques, on peut être fiers. Oui. Des politiques qui rendent fiers, des choses qui ont été accomplies. Mais quand notre vie ne correspond pas à ce que le système nous offre, il faut changer les choses. C'est ce qui vous est arrivé dans votre parcours professionnel, Pascale? Oui, tout à fait. Je me remets en contexte, puis reculons même, là, il y a 50 ans, les femmes étaient à la maison, les papas partaient travailler, c'est eux qui gagnaient, ils ramenaient le gagne-pain quotidien, puis la maman s'occupait de cette période de la pré-enfance, des tout-petits. Et là, il y a eu un changement majeur de notre choix de société. Les valeurs de notre société ont changé, mais c'est pas tout qui a suivi. Alors, on a eu effectivement des mises en place de belles politiques. On a des CPE, puis Dieu merci, moi, je suis très fière qu'on puisse avoir ça. On a eu des congés parentaux mais à l'époque, moi, j'en avais des 6 mois, c'est rendu à 12 mois. Maintenant, c'est partagé avec les pères. Ce sont des avancements majeurs. Mais moi, dans mon milieu de travail, très, très conservateur, je travaillais dans les grands cabinets d'avocats. Alors, autant que j'ai appris à devenir une excellente juriste, une excellente avocate, mais quand je me suis mis à avoir des enfants, il y avait eu ce choc-là, le choc des valeurs et des priorités, parce que je faisais partie de la femme carriériste qui voulait tout avoir et tout être une bonne avocate, travailler des heures de fou, puis tout ça, mais en même temps, je voulais être une mère, puis je voulais être capable de le faire. Et ce qui me manquait dans mon milieu, dans le cadre du milieu de travail, c'était la flexibilité. Je ne voulais pas nécessairement travailler moins fort, je voulais avoir une flexibilité qui me permettait de jouer à ma façon, à mes valeurs, à mon rôle de mère.
Ça veut dire que je ne voulais pas nécessairement travailler de la maison. Ce que je voulais, c'est être capable que quand pour moi, c'était important d'aller souper avec les enfants, de pouvoir partir sans me faire dire à 5h30, tu t'en vas en plein milieu de l'après-midi? C'est de se faire dire qu'il y a des façons qu'on peut adapter le milieu du travail pour apporter une flexibilité. Les outils technologiques font en sorte que je peux travailler sur un dossier d'injonction, je peux travailler sur des très grands dossiers pour la grande entreprise, mais je peux le faire avec des façons qui se concilient bien avec mes besoins de maman. Et c'est ça qu'il faut que je change dans le milieu du travail, de donner la possibilité de faire du télétravail, cette flexibilité-là qu'on a besoin comme parents pour aider, de donner du temps, de qualité à nos enfants, c'est de se donner ces moyens-là. Donc, employeur, plus de flexibilité. Quoi d'autre est-ce qu'on pourrait envoyer comme message ce matin pour faire les choses différemment, pour mettre les tout-petits au centre de nos préoccupations, Geneviève? Bien, moi, ce que j'observe, là, bien humblement, de mon point de vue de quelqu'un qui est sans enfant, je suis une urbaine, je vis dans les grandes villes, puis je sens que ça prend vraiment du soutien de la part de la société parce que les parents sont parfois isolés. On parlait justement de cette espèce d'idée que ça prend un village pour élever un enfant, puis tout ça. T'sais, juste des exemples que moi, mettons, mes voisins d'en haut viennent d'Abitibi, ils n'ont pas de famille à Montréal, puis là, ils vivent dans une grande ville, puis ils connaissent pas grand monde, puis ils sont tout seuls pour élever leurs enfants. Puis c'est énormément d'énergie. Puis s'ils n'ont pas ces outils-là, comme le CPE, où ils peuvent aller porter leurs enfants, ça devient presque infaisable. Puis là, je parle pas des familles monoparentales, des familles qui ont des gros problèmes d'argent, des familles qui ont des problèmes aussi divers. Moi, j'ai vécu dans des quartiers plus défavorisés de Montréal. Quand tu as 18 ans, tu n'es peut-être pas équipé pour être un parent idéal. Fait que tu as besoin que la société t'aide puis te soutienne. Fait que je pense que c'est ça qu'il faut vraiment jamais perdre de vue. Là, c'est qu'on a besoin des programmes gouvernementaux pour faire des tout-petits heureux. C'est une phrase intéressante. Ça prend tout un village pour faire élever des enfants. Sauf que lorsqu'on demande aux enfants qui dans ce village-là sont les personnes les plus importantes, dans la grande majorité des cas, ils vont répondre leurs parents. C'est ce que l'on a entendu dans les petits clips. Et aujourd'hui, la vie des parents est devenue beaucoup plus compliquée que celle que moi, par exemple, j'ai pu avoir. Mon plus vieux a 31 ans, ma plus jeune a 24 ans. Et donc, dans les années 80, j'étais capable de pouvoir avoir une maison, faire en sorte que ma conjointe soit à la maison pour pouvoir s'occuper des enfants. C'est un choix que l'on avait fait. Mm-hmm. Aujourd'hui, c'est impossible de faire en sorte qu'avec un seul salaire... Il manque un revenu, peut-être. Il manque un revenu, ouais. OK? Donc, la vie comme ça est devenue, pour les parents, beaucoup plus compliquée. Et puis, il y a peu de choses qui, actuellement, permettent aux parents de pouvoir faire du sens avec tout ça, de pouvoir prendre des décisions qui sont cohérentes avec les projets de vie qu'ils se donnent. Tout le discours sur la productivité, le Québec devrait être plus productif, et puis tout ça, ça entre en collision directement avec le fait que tout le Québec aussi souhaite faire en sorte d'avoir des enfants qui sont en santé, en bien-être, et puis bon, tout ça. Et donc, il y a un morcellement de ces discours qui fait que ce que la main gauche fait, la main droite ne le sait pas. Et puis, les parents se retrouvent souvent au milieu de ça, à être au centre d'une foule d'informations qu'ils reçoivent. Et puis, c'est très contradictoire souvent. Les gens vont nous dire une chose, et le contraire de cette chose-là. Apprendre aux parents à se faire confiance aussi. Aussi. Hein? Aussi. Monsieur Hosky? Oui, mais j'allais ajouter qu'il faut redéfinir la notion de prospérité. Je pense, aujourd'hui, on parle de prospérité en termes économiques, mais aujourd'hui, de développement durable, on ne parle pas juste d'environnement, on parle d'équilibre économique, social et environnemental. Et on voyait tantôt, là, une étude qui disait que chaque dollar investi pour les enfants rapporte 4 ou 5 $. Donc, c'est un indicateur clair que investir là-dedans, c'est investir pour notre avenir, c'est investir dans la santé de personnes qui deviendront des adultes qui vont s'occuper de nous plus tard. Donc, nécessairement, et en ce sens-là, je pense que, oui, ça prend un village pour élever un enfant, mais aussi, je dirais que ça prend le politique pour élever un enfant, parce que c'est par là que passent toutes les décisions. Tout dans la vie passe par la politique, d'une façon ou d'une autre. C'est normal, on vit dans une démocratie. Donc, il faut vraiment que tous les niveaux de gouvernement
à la fois mettre l'emphase là-dessus au niveau de leur discours, mais aussi dans leurs décisions qu'ils prennent à tous les jours. Ben, vous m'ouvrez la porte sur un autre volet de la discussion, parce qu'on a bien placé les parents, évidemment, au centre des préoccupations des tout-petits. Le politique peut faire changer les choses. Qui d'autre? Quels sont les autres acteurs de milieux différents qui peuvent influencer le bonheur, la vie de nos tout-petits? J'allais dire, ma fille, elle a 9 ans, elle est en 4e année actuellement, mais au moment où on se parle. Et je pense que c'est ses professeurs. Son milieu d'éducation, elle passe beaucoup d'heures à l'école à chaque jour, plus d'heures que je la vois presque réveillée. Mm-hmm. Et donc, ces gens-là doivent être outillés, doivent avoir des outils en fonction de pouvoir prendre soin de nos enfants. OK. Je pense que c'est sûr qu'on n'est plus dans la petite enfance, mais... Mais dans la petite enfance, il y a quand même eu la maternelle et il y a eu aussi peut-être souvent les CPE, les garderies. Ces gens-là, à quel point ils sont déterminants? Ils sont tellement déterminants. Moi, les 4 enfants sont allés dans le service de garde, sont allés soit à partir de l'âge de 6 mois ou à partir de l'âge de 12 mois. Mais la relation qu'ils créent, que ce soit avec le groupe, mais que ce soit avec les intervenants qui sont là, est primordiale. Alors, c'est important d'investir dans les CPE, d'avoir des installations qui sont propices aux enfants, mais qui prennent le temps. Des gens qui aiment jouer avec les enfants, qui aiment prendre le temps. C'est là qu'ils apprennent, même plus qu'à la maison, à manger équilibré. Alors, ils goûtent à plein de nouveaux mets, et ils jouent à plein de nouveaux jeux, ils rencontrent plein d'autres enfants de la société. C'est là aussi qu'il faut investir, d'avoir des installations de qualité dans tout ça. Tout à fait d'accord. Et je pense qu'on doit aussi probablement penser en termes de qui doit avoir le leadership sur ce qui est important à propos des enfants. Et je pense que le leadership devrait se situer dans les instances de proximité, okay? Les municipalités, ce palier de gouvernement, à mon avis, devrait jouer un rôle de leader. Les CPE devraient jouer un rôle de leader. Il y a tout un réseau au Québec qu'on appelle des organismes communautaires familles, devraient aussi jouer un rôle de leader sur qu'est-ce que les enfants et leurs parents ont besoin à l'intérieur de leur vie quotidienne, de tous les jours, mais de toutes les nuits aussi. On a tendance à penser que ce qui se passe dans la vie d'un enfant, c'est juste le jour, mais quand on est parent, on se rend compte qu'il se passe pas mal d'affaires la nuit aussi. Oui, puis il y a le parent qui travaille de nuit aussi. Moi, je le connais très bien, ce parent-là. Et ça rajoute au problème de la famille, à la réorganisation des tâches, à la dynamique de la famille aussi. Il ne faut pas oublier ça. J'ai envie d'interpeller peut-être Geneviève sur le milieu culturel. Tu sais, nos tout-petits, les 0-5 ans, la Fondation Chagnon, il y a quelques années, nous apprenait l'importance de la lecture. Même si c'est juste 5 minutes avec un bébé, de manipuler un livre, ça influence le développement, ça éveille l'esprit et ça reconnecte avec les émotions. Ça a été expliqué, déterminé. Milieu culturel peut faire quoi? Moi, je pourrais vous dire, en tout cas, pour avoir des amis qui font de la télé-jeunesse, pour avoir des amis qui font du théâtre pour enfants, ben c'est les parents pauvres de la culture. C'est ceux qui sont payés le moins cher. Si tu décides de devenir scénariste en télé-jeunesse, tu vas faire le tiers du salaire de tes autres amis scénaristes alors que tu vas travailler autant. Okay. Les acteurs aussi, c'est toujours les salaires minimum. Faire de la tournée de théâtre, ben malheureusement, souvent, quand il y a des moyens de pression, des coupures dans les écoles, on coupe les activités culturelles. Alors que je suis sûre que vous vous rappelez tous des moments quand vous avez 5-6 ans, puis il y a une pièce de théâtre qui vient à l'école. Tu sais, c'est des moments exceptionnels. Fait qu'encore une fois, ce serait peut-être des choix, des choses à réfléchir. Tu sais, qu'est-ce qu'on veut, dans quoi on veut investir, qu'est-ce qui est important. Voilà, c'est les tout-petits, fait qu'ils n'ont pas vraiment voix au chapitre, donc il faut que nous autres, on intervienne pour eux, mais... tous ceux, en tout cas, que je connais qui se concentrent sur ça dans leur création, ben c'est presque des missionnaires, là. Ouais. Le milieu municipal vient d'être directement interpellé dans le panel. Monsieur Hurst, vous représentez une ville importante, mais qui n'est pas la métropole. Vous êtes de Drummondville, c'est pas pour rien qu'on vous a choisi pour sortir le débat un peu de la grande ville, puis aller voir ailleurs ce qui se passe. Quel est le rôle des municipalités auprès des tout-petits? Oui, moi, comme je mentionnais plus tôt, c'est mon 2e mandat comme conseiller municipal. Ça va faire 7 ans que je fais ça cet automne. Et arrivé aux élections de 2009, je ne savais pas du tout que faisait une ville, que faisait conseiller, maire, oui, c'est plus clair un peu, mais que font les municipalités?
Et au cours des dernières années, avec l'Union des municipalités du Québec, on a redéfini les municipalités comme un gouvernement de proximité, dans le sens que la politique municipale, c'est le niveau terrain de la politique. C'est là que se forment les habitudes de vie. C'est le milieu de vie, c'est ça, c'est le municipal. Et donc, il y a deux choses que les municipalités peuvent faire. Il y a les politiques publiques. Je pense que ça, c'est une chose, les tarifs incitatifs et des choses comme ça. Mais moi, je veux surtout vous parler du côté aménagement du territoire et des infrastructures. Ben oui. Je vais dans le sens le choix d'une ville, parce que où est-ce que vous habitez, la maison que vous avez, la rue, comment que c'est fait. Il y a des gens, quelqu'un quelque part, qui ont décidé à un moment donné que ça serait comme ça. Et quand on prend des décisions d'urbanisme, d'aménagement du territoire, ça forme à tout jamais, pas tout jamais, mais plusieurs décennies, les habitudes de vie qu'on a, les habitudes, comment on se déplace, la densité, les fréquentations qu'on a sur la rue. S'il y a un parc intéressant au coin de la rue, ça, c'est dans votre cours, ça. Tout à fait. Dans la cour du parent. Tout ce qui, quand vous sortez de chez vous, c'est le municipal. Et donc, en aménagement du territoire, il y a la densité versus l'étalement urbain. Quand je parle de densité, bon, c'est pas pareil à Montréal qu'à Drummondville, évidemment, mais on parle de densité conviviale. Et les indicateurs qu'on avait tantôt pour la santé des petits qui rentrent à la maternelle, il y avait notamment les saines habitudes de vie et la socialisation. Moi, le postulat de base, si je peux me permettre l'expression, même si je ne suis pas un scientifique dans ce domaine-là, c'est que construire la ville pour un enfant de 0-5 ans fonctionne pour tous les niveaux, pour toutes les catégories d'âge, toutes les catégories démographiques qu'on pourrait dire. Donc, dans un premier temps, la densité, la plus grande densité permet d'avoir des services de proximité, se déplacer à pied, à vélo, faire du transport actif, l'exercice physique. On a vu encore récemment que le taux d'obésité des enfants au Canada est passé de 5 à 13 % en dedans de 40 ans au Canada. C'est pas rien. Et donc, parce que l'étalement cause la dépendance à la voiture. Et quand on est plus loin, on a moins tendance à se déplacer en transport actif. Et finalement, la densité a un rôle à jouer dans la socialisation, dans le sens que les humains, le bonheur, c'est la socialisation. C'est un des facteurs principaux. Il ne faut pas sous-estimer, je pense, l'importance de tous les multiples petits moments de socialisation qu'on peut avoir dans une journée en transport actif, avec des services de proximité, avec des parcs. Tout ça, c'est toutes des choses qui sont pas loin de chez nous, quand ils ont de meilleure qualité, quand on a une densité plus grande. Et, en fin de compte, parce que quand on vit dans une municipalité qui est étalée, on est plus dépendant de la voiture, donc on se déplace, enfermé dans notre auto, souvent les vitres montées, l'air climatisé, la musique dans le fond. Dans le tapis. Et on est un peu, en quelque sorte, déconnecté de notre environnement immédiat, ce qui cause un peu un déficit dans ce sens-là pour la socialisation. Voilà. Oui, puis on parle avec nos enfants à travers le miroir, parce qu'ils sont assis en arrière dans l'auto. Ça fait des drôles d'interactions pour les enfants. Donc, je suis tout à fait d'accord. Vous n'êtes pas chercheur, vous, hein? Mais vous avez fait des bons... Il a fait ses devoirs, hein? Oui, c'est ça, il a fait ses devoirs. Et puis, j'ajouterais le fait que les tout-petits, leur univers de vie, c'est l'univers des besoins fondamentaux chez l'être humain. Se loger, se sentir en sécurité, manger, jouer. Et ça se fait à travers des structures de proximité. C'est là où ça se passe, que ces besoins-là sont remplis. Complètement estomaqué, moi, de voir qu'il y a des quartiers, par exemple, où il y a des gens qui ont de la difficulté, défavorisés, où il n'y a pas du tout d'épicerie. Le seul endroit où les gens peuvent aller acheter de la nourriture, c'est le dépanneur du coin, où une canne de bine vaut très cher. Et puis, les seules choses qu'il y a, c'est des chips et de la liqueur aussi. Okay. Donc ça, c'est complètement aberrant. Je te rajouter, si vous permettez, c'est pas simple l'aménagement du territoire, ça prend beaucoup de concertation, ça prend beaucoup de discussions et décisions sont prises à très long terme. Donc, c'est pas des problèmes qui sont simples à régler, mais c'est quand même la dynamique de fond qu'il faut mettre en place. Oui. Le monde des affaires aussi a un rôle à jouer. On a parlé de flexibilité tout à l'heure de la part des employeurs, mais j'aurais envie de savoir quelles recommandations on peut peut-être faire au monde des affaires si on avait à les interpeller, Mme Pajot. Je pense qu'il y a déjà un changement qui s'installe. Les femmes qui prennent maintenant 12 mois de congé de maternité. Je veux pas, c'est une grande gestion pour les employeurs. Alors, comment faire en sorte de pouvoir permettre ça, mais de réintégrer après ça la femme dans le marché du travail avec le retour? Les hommes aussi qui prennent de plus en plus, qui font le partage du congé de maternité, mais c'est tabou encore dans certains milieux. Moi, dans mon amour professionnel, c'est rare qu'un gars va dire « Ah, moi aussi, j'aimerais ça prendre 3 semaines de congé. » Ça se fait pas. Alors, c'est cette ouverture-là. Alors, j'ai changé les mœurs et les mentalités pour inviter les parents à prendre le plus possible de leur congé de maternité, de paternité, les congés parentaux pour passer du temps avec les enfants. Ensuite,
avoir une ouverture aussi que quand il y a un problème, quand il y a une maladie, quand un enfant est malade, que ce ne soit pas toujours nécessairement la femme qui dit « je vais rester à la maison », mais le père aussi qui s'implique davantage. Pas toujours nécessairement d'appeler la voisine, la grand-mère ou la gardienne, mais que les parents puissent avoir cette flexibilité-là de congé de maladie. Alors, manifester davantage ce désir-là, lever la main pour pouvoir le faire. Alors, c'est ça, cette flexibilité dans le milieu du travail, qu'il faut que le milieu du travail soit conscient des défis que vivent les parents et qu'il puisse donner des opportunités. Il y a beaucoup de gens qui diraient des fois, je serais prête à avoir un salaire moindre, mais travailler 4 jours par semaine. Alors, des journées d'étalement, des façons aussi. Je salue d'initiatives aussi dans le milieu du travail qui permettent de prendre des congés sabbatiques. Ils ont leur salaire, par exemple, qui est partagé sur diverses années et qui pourrait permettre d'avoir un 6 mois sabbatique, part avec les enfants, faire un voyage à outre-mer, à l'étranger. Mais c'est se doter les moyens de dire oui à ça, de dire oui à une flexibilité qui va aider les parents à donner du temps de qualité à ses enfants. Et c'est de cette façon-là qu'on peut arriver à transformer la communauté des affaires pour redonner la priorité aux enfants et aux petits-enfants. Je décode aussi que ça pourrait être bien de pouvoir dire à notre employeur, avec le même prestige que je dois quitter plus tôt parce que j'ai un client important à rencontrer, de pouvoir dire je dois quitter plus tôt parce que j'ai un spectacle que je ne peux manquer à la garderie de mon enfant. Exactement. Pas manquer ces moments-là. Il ne faut pas les manquer. Il faut que ce soit bien accueilli. Il faut que ça soit bien accueilli. Ouais. Puis, tu sais, trouver des façons avec l'employeur de partager ça, avoir des photos de famille, des petits-enfants dans les bureaux, c'est une façon de faire véhiculer l'importance de la petite enfance dans tout ça. Alors, être fier de nos enfants, c'est ça aussi. C'est de se demander ces congés-là quand il faut les prendre, c'est d'afficher nos enfants, c'est de partager ces moments-là de bonheur qu'il faut vivre avec les enfants. Si on terminait la discussion avec un souhait, chacun d'entre vous, quel est le souhait que vous voulez faire pour les tout-petits Québécois, puisqu'on est dans le lancement de l'Observatoire? Allons-y avec peut-être du positivisme, ou en tout cas ce qu'on souhaite. Je commence avec vous? Oui, bien moi, je peux nous donner le souhait qu'on se donne une vision à long terme. Je pense qu'en ayant l'observatoire et en commençant à mesurer, parce qu'on ne peut pas contrôler ce qu'on ne mesure pas, et donc je pense que la première chose, ce soit en éducation publique, santé, environnement, je pense que les questions de la lutte au changement climatique, c'est pas très loin du sujet qu'on discute aujourd'hui, les conséquences de ça à long terme. Donc, vision à long terme et globalement prendre connaissance, de prendre conscience de l'impact des décisions de tous les jours pour les enfants. Oui. Pascal? Le souhait pour les enfants que j'aurais, moi, c'est aux parents de comprendre qu'on peut peut-être en faire moins, mais en faire mieux. Chercher des fois à être moins parfait dans tout ce qu'on fait, moins la recherche de la perfection, mais de prendre le temps de s'asseoir, jouer avec les enfants. C'est ça qui donne les meilleurs souvenirs à l'enfance. Quand vous avez souvenir de quelque chose, pensez au moment où vous avez passé avec vos parents. Mais c'est ça, c'est que les parents peut-être en fassent moins, mais qu'ils le fassent mieux dans chacune de ces étapes d'enfance. C'est la charité? C'est intéressant, l'Observatoire, ce qu'il va faire, de nous permettre de poser un regard qui est vraiment complet sur les tout-petits. Et moi, mon souhait, ce serait qu'on fasse un pas en avant, un pas de plus, et puis que cette information que l'on va recueillir, que l'on va utiliser, puisse aussi nous permettre de voir à quoi ressemble le monde aux yeux des tout-petits. Et de permettre de faire en sorte que cette perspective des tout-petits, on l'inclut à l'intérieur de notre façon de penser la ville, notre société, de la planifier. Actuellement, c'est pas beaucoup ça. Cette perspective-là, elle est pas beaucoup présente. Je nous souhaite ça. Geneviève? Ben, moi, je dirais tout simplement que j'espère justement que l'Observatoire va permettre, parce que les défis sont énormes dans la société, il y a beaucoup de décisions à prendre, puis ça ne doit pas être facile pour les élus non plus de prendre les bonnes décisions. Il y a des montants X à dépenser, fait que peut-être qu'avec l'aide de l'Observatoire des tout-petits, ça va aider à prendre les bonnes décisions, les plus essentielles pour qu'on soit tous là, dans le fond, à être le grand village québécois qui va aider à élever les tout-petits québécois. Notre conversation a débuté avec nos propres souvenirs et aussi avec des photos. Donc, ça nous force à revoir quelles étaient nos priorités d'enfants. On a parlé d'un sentiment de sécurité, de savoir qu'il y avait des gens puis des pépères qui pouvaient nous faire vivre de grandes aventures. Mon souhait à moi pour les tout-petits, c'est que entre 0 et 5 ans, tous les jours, un enfant aura eu la chance d'entendre peut-être une petite chanson, que ce soit par un papa, une maman ou par un adulte qui est dans l'entourage, un mot doux, une histoire, puis qui puisse se coucher le soir en se disant «
j'ai appris quelque chose, on m'a présenté quelque chose. Il n'y aura peut-être pas cette réflexion-là, mais il aura été amené à cette découverte-là. Est-ce que vous avez envie de participer à la discussion? Il y a le micro qui est là. Il y a Twitter aussi qui peut peut-être alimenter les choses qu'on a à dire. Gênez-vous pas. Est-ce que vous êtes des intervenants? Est-ce qu'il y a des gens des CPE ici? Des gens des CPE, des garderies? Oui, il y en a. Il y en a, hein? Oui, il y en a. Levez donc la main, je suis curieuse de savoir qui... Bon, bonjour! Est-ce que c'est des grandes installations chez vous? Est-ce que... Vous, madame? Moi, je suis représentante des regroupements des femmes de petite enfance de la Montérégie, donc toutes les CPE de la Montérégie. Bon, on a envie de jaser avec vous. Allez donc au micro. Non, mais il n'y a rien de politique. Vous ne serez pas sur un siège brûlant. On veut... racontez-nous comment ça se passe. Alors, le micro, c'est surtout pour les gens qui nous écoutent sur le web.